Vous le disiez tantôt, donc, le dialogue est la panacée aujourd'hui qui s'offre pour pouvoir régler les problèmes que vous avez présentés. Et qu'est-ce qui a entrepris dans ce sens? Est-ce que vous avez rencontré qu'il fallait rencontrer justement pour forcer, ou plutôt pour pouvoir étaler ces préoccupations et chercher des solutions pour des élections futures apaisées? C'est une question juste, hein. C'est une question juste. Dès 2011, le Front populaire ivoirien s'est présenté une demi-douzaine de fois le cœur et les bras ouverts, en espérant entamer des négociations et des discussions avec le régime. Il les a toujours refusées. Vous savez, il y a deux logiques. Il y a ce qu'on appelle la logique des contraintes, et puis il y a ce qu'on appelle la logique de la cause. La logique des contraintes, c'est que M. Gbagbo est contraint d'être à la haie, que Mme Gbagbo est contrainte d'être emprisonnée, que Michel Gbagbo est contraint d'être en liberté provisoire, que 400 personnes sont contraintes de rester enfermées. La logique des contraintes, c'est que le peuple ouai est contraint de se voir déposséder de ses terres et de ses villages. Voilà la logique des contraintes. Cette logique des contraintes l'a dit que le régime n'a cure de la réconciliation et qu'il compte sur la force pour régler ces problèmes. Cette logique des contraintes dit que le régime nous envoie un message. Vous ne m'aimerez peut-être pas, mais vous obéirez. Cette logique des contraintes n'amène pas au dialogue et n'amène pas à la réconciliation. Maintenant, il y a la logique des causes. Les Ivoiriens ne se parlent plus à cause du fait que M. Laurent Gbagbo est absent. Les Ivoiriens ne se parlent plus à cause du fait que les dozos et les miliciens sèment l'insécurité dans les campagnes en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne se parlent plus à cause du fait qu'ils n'ont plus confiance aux institutions. Et là, cette logique des causes implique que les Ivoiriens se parlent, que nous construisions la paix par la voie du dialogue, par la voie des échanges, par la voie de la discussion. Et nous appelons M. Ouattara, à discuter avec le président Gbagbo, afin d'aider les Ivoiriens à se réconcilier. À diriger non pas avec un cœur rempli de sentiments négatifs vis-à-vis d'une partie de la population, mais avec une tête emplie de l'idée qu'il faut faire de la Côte d'Ivoire un pays phare pour l'avenir. Nous appelons sans cesse au dialogue et au respect de la logique des causes. C'est ça qui est important. Toutes les entreprises en direction de ce régime ont été vouées à l'échec. Parce qu'il a, semble-t-il, trouvé non nécessaire de discuter avec l'opposition. Eh bien, la CNC est là pour lui rappeler qu'une partie de la population ne lui fait pas confiance. Et qu'il faut discuter avec l'opposition. Et que ce n'est pas un acte de faiblesse de discuter avec les Ivoiriens. Je vais même aller plus loin et m'adresser directement à M. Ouattara et lui dire ceci. M. Ouattara, chef de l'État, il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire. Il n'y aura plus de guerre en Côte d'Ivoire. N'ayez plus peur des Ivoiriens. Discutez avec les Ivoiriens. Faites en sorte que nous allons tous mettre dans la main de l'avant. Je vous remercie. Merci. Vous avez présenté somme toute un bilan sommaire de la vision que vous avez de la gestion du gouvernement actuel. Un bilan plutôt axé sur la politique. Certains internautes, beaucoup de personnes voudraient avoir votre avis sur le bilan bien sûr politique, mais aussi le bilan économique qu'affiche la Côte d'Ivoire. Quelle est la perception que vous en avez 5 ans après l'accession de M. Ouattara au pouvoir et quel rapport vous faites par rapport aux années antérieures? C'est un bilan, je dirais, mitigé. Parce que on ne sort pas d'une guerre comme on sortirait d'un bal ou d'un bal de promotion de fin d'année. Et on est tous conscients du fait que les indicateurs macro et microéconomiques mettront du temps à être dans le vert. Donc nous sommes tous conscients de ça. Et moi-même, j'ai bien une certaine fierté à voir les routes, les ponts, une fierté. Beaucoup d'amis à l'extérieur de la Côte d'Ivoire sont fiers de ce qu'ils appellent Côte d'Ivoire is back.
Nous sommes heureux que la Côte d'Ivoire ait renoué avec le monde extérieur et avec les bailleurs de fonds. C'est une bonne chose. Et je pense que de ce point de vue-là, de ce point de vue partiel, le résultat peut être jugé pour le encourageant. Mais ceci étant, permettez-moi d'ajouter que tout ceci, c'est aussi de la cosmétique. C'est aussi de la cosmétique parce que quand vous grattez, qu'est-ce que vous avez en bas? Qu'est-ce que vous avez en bas? Prenons des exemples concrets. Depuis 3 ans, les étudiants en pharmacie ont arrêté les cours. Pas parce qu'ils ne veulent pas aller à l'université, pas parce qu'ils n'aiment pas la peinture qu'a mise M. Ouattara à l'université, mais parce qu'il n'y a pas de fauteuil de dentiste. Donc ils ne peuvent pas apprendre la dentisterie. Chaque fois que M. Ouattara se déplace avec sa délégation pour l'intérieur du pays, donc il fait l'aller-retour, il a la capacité, en termes de dépenses, de payer 4 ou 5 fauteuils de dentistes pour équiper les universités en Côte d'Ivoire. Mais il peut faire voyager. Voyager pourquoi et pour faire quoi? Tout le monde se pose la question. Prenez le cas de la sécurité. Le sentiment d'insécurité ne fait que croître alors même que l'indice de sécurité baisse. Pourquoi? Parce que les pratiques des DOSO et des FR6 et milices tribales sont inquiétantes pour certaines communautés dans Côte d'Ivoire. Prenez les cas des PME et des PMI. Oui, vous avez une croissance, mais vous avez en même temps une destruction du tissu économique des PME et des PMI ivoiriens. C'est vrai. Nos amis du CPC qui font un bon travail nous indiquent que 60% des intentions d'investissement en Côte d'Ivoire ont été réalisées. C'est bien. Mais au bénéfice de qui? Des PME et des PMI ivoiriens? Non. Au bénéfice de qui? Des Ivoiriens? Non. En termes d'économie réelle, la pauvreté ne fait que croître. Comme l'insécurité, comme le chômage. Que fait-on de tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans nos campagnes et qui sont dans nos villes? Que fait-on de tous ces jeunes qui n'ont pas d'emploi? C'est vrai, il y a une bonne communication autour de cette croissance, mais nous sommes loin de l'émergence et surtout nous sommes dans un cycle de croissance appauvrissante, uniquement mise en marche par l'investissement public sur fond d'endettement. Et qui paiera cet endettement? Les générations futures, qui ne bénéficieront ni des fruits de cette croissance, ni de l'emploi. Qui paiera cet endettement? Les générations futures. Vous voyez? Mais pensez-vous qu'il aurait fallu, en ce moment-là, donc gouverner, ou plutôt diriger le pays autrement? Vous l'avez dit, on sort de crise. Il y a des choix à faire. Le processus de reconstruction de la Côte d'Ivoire impose sûrement de passer par là. Ou quelle est l'alternative que vous auriez préconisée alors, si vous le dépeignez? Le Front populaire ivoirien, le moment venu, fera des propositions. D'accord. Ceci étant, en tant que citoyen, ce que je peux demander, c'est de l'humilité. C'est de l'humilité à ce régime. De reconnaître que l'État est une continuité. Il y a des investissements structurels nécessaires à ce pays, comme je l'ai dit, quel que soit celui qui prend le pouvoir en 2011. Alors, quant au lieu d'assurance maladie universelle, on nous parle de couverture maladie universelle, pourquoi ne pas simplement reconnaître que c'est le président Laurent Gbagbo qui a fait l'assurance maladie universelle? Pourquoi ce manque d'humilité? Le pont de Jacquesville, pourquoi ne pas simplement reconnaître que c'est un projet du président Laurent Gbagbo? L'autoroute du Nord dont on se pose, pourquoi ne pas simplement reconnaître que c'est un projet et un investissement bouclé par le président Laurent Gbagbo? Depuis hier, sur Internet, on nous parle de scolarisation gratuite. Mais pourquoi ne pas dire que c'est ce que le président Laurent Gbagbo appelait l'école obligatoire et gratuite? Vous voyez, ce que je dénonce là, en moi, c'est juste en tant que citoyen, c'est le manque d'humilité de ce gouvernement qui ne fait qu'appliquer des programmes macro venus de l'extérieur.
qui n'a aucune imagination, un programme qui n'a aucun impact réel sur l'économie des pauvres citoyens. Voilà ce que je dénonce. Mais en son temps, le Front populaire ivoirien fera des propositions concrètes concernant l'emploi des jeunes, l'industrialisation de la Côte d'Ivoire, la mécanisation de l'agriculture et j'en passe. Ok, nous suivons très bien les différents détails que vous donnez de cette vision-là. Ce que je ne réussis pas à comprendre quand vous parlez d'humilité, est-ce que cette même humilité ne vous amène pas aussi à révéler que certains projets, bien sûr, ont été conçus, mais il y en a d'autres qui les ont réalisés aussi. Donc, en ce moment, l'humilité doit se placer de quel côté? Vous avez raison. Vous avez raison de le dire. Et je le reconnais. Je suis fier de prendre le nom Henri Konan-Bédié. Je suis fier de voir des routes reprofilées. Mais je serais encore plus fier que ce soit des Ivoiriens qui travaillent, qui soient embauchés et qui bénéficient des fruits de cette croissance. Je serais encore plus fier quand il y aurait suffisamment de sécurité en Côte d'Ivoire pour que de réels investisseurs privés investissent en Côte d'Ivoire et donnent des emplois aux Ivoiriens, afin que nous n'ayons pas des longues années à venir à rembourser toutes ces dettes. L'armée, c'est-à-dire la capacité militaire et l'endettement, sont les deux éléments de l'asservissement d'une nation. Et je voudrais que nous ne soyons pas une nation asservie. Voilà ce que je dis. Monsieur Michel Gbagbo, on vous a connu d'un naturel assez discret, bien que vous affichiez votre appartenance au FPI, mais depuis un certain moment, on vous sent beaucoup plus engagé, beaucoup plus au devant de l'actualité politique. Est-ce que cet engagement-là est dicté par les circonstances que nous connaissons tous, ou c'est une volonté claire et affichée d'être aujourd'hui un acteur, pour ne pas dire actif, ou d'être une personnalité active de la vie politique ivoirienne? Bon, d'abord, je dois dire que c'est un grand plaisir pour moi de me retrouver ici, parce que votre plateforme, Abidjan.net, est une référence en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. C'est un très grand plaisir pour moi d'échanger, d'interagir, comme on dit, avec les internautes. Et puis c'est aussi une opportunité pour moi de porter un message de paix et de réconciliation. Plus fondamentalement, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais si vous voulez parler d'une quelconque ambition, je vous répondrai franchement que ce serait vraiment prématuré aujourd'hui de parler d'ambition politique chez Michel Gbagbo. C'est vraiment prématuré. Ceci étant, le président Laurent Gbagbo est président de la République, chef de l'État. Michel Gbagbo n'a pas prêté serment. Michel Gbagbo n'est pas en responsabilité et Michel Gbagbo donc ne s'exprime pas pour ne pas gêner l'action gouvernementale. Et donc c'est ce que je faisais. C'est vrai qu'en tant qu'enseignant, que jeune cadre, il m'arrivait d'intervenir ici et là, mais quelque part, il faut quand même respecter la fonction présidentielle. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous avez parlé du président Laurent Gbagbo comme l'ex-président de la République. Et donc, je suis peut-être un peu plus libre pour mon engagement. Mais j'estime que tous les Ivoiriens qui ont quelque chose à proposer pour la paix et la réconciliation, pas simplement dans le domaine politique, dans le domaine économique, dans le domaine moral, religieux, tous les Ivoiriens qui peuvent dire non au faux modèle et qui peuvent proposer autre chose doivent le faire. Parce qu'il en va de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je suis là. Vous avez énormément parlé de paix, vous avez parlé de cohésion. Quelle est la solution de Michel Gbagbo pour que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et la cohésion? Écoutez, dans le cadre de ce qu'on appelle la logique des causes, il faut simplement regarder autour de vous. Pourquoi est-ce que, quand vous arrivez dans certains bureaux, vous avez des communautés qui ne se parlent pas, qui n'ont plus confiance? Mais parce que les DOSO, les FRC, et sans cesse il faut le répéter parce que c'est pédagogique, sème la désolation dans les campagnes ivoiriennes. Pourquoi est-ce que beaucoup de jeunes n'ont plus confiance aux politiques? Mais parce qu'on ne se réconcilie pas seul. Et que la présence
du président Laurent Gbagbo est nécessaire pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Pourquoi est-ce que les politiques entre eux-mêmes ont du mal à communiquer? Mais parce qu'il n'y a pas d'échange, parce qu'il n'y a pas de dialogue. Pour moi, il faut de l'humilité. De l'humilité de part en part. Il ne faut pas que certains disent « je suis un saint ». Mon groupe est le groupe des saints et les autres représentent le groupe des méchants, des mauvais, des tueurs. Il faut que chacun se remette en question et puis il faut qu'on dialogue véritablement. Il faut qu'on mette l'intérêt de la Côte d'Ivoire au-dessus de toute autre chose. Je veux que les Ivoiriens, main dans la main, regardent dans la même direction pour l'avenir. C'est ça qui est important. Il faut qu'il y ait des échanges sincères. Il ne faut pas qu'il y ait d'envie de vengeance de part et d'autre. Et c'est pour ça que je dis à M. Ouattara, et je le dis sincèrement, ne pensez pas que vous devez avoir peur des Ivoiriens. N'ayez pas peur des Ivoiriens. Discutez avec les Ivoiriens. Est nécessaire, cela est nécessaire pour la paix et la cohésion sociale. Vous nous avez déjà donné une esquisse de ce qui sera ma prochaine question dans vos réponses, mais je m'en voudrais de ne pas revenir dessus puisque c'est la préoccupation majeure d'un de nos internautes et qui a même insisté pour avoir la réponse de façon claire et simple. Et ce sera notre dernière question pour cette entrevue. Pour cette fois, on aura toujours plaisir à vous revoir. La question est ainsi libellée. Rêvez-vous de devenir un jour président de la République comme votre père, M. Michel Gbagbo? Hélas, non. Et puis, dire hélas non, c'est dire rêver de devenir président de la République en Côte d'Ivoire n'est pas un rêve sain, quelle que soit la personne. Parce qu'il y a encore trop de haine dans ce pays, trop d'antagonisme dans ce pays. Pour le moment, chacun doit travailler à ce que nos aînés se réconcilient pour que les Ivoiriens en bas puissent se réconcilier et puis vivre dans la paix. C'est prématuré de parler des éventuelles velléités de candidature de M. Michel. Non, c'est vraiment prématuré. Comment faire pour que tous les candidats déclarés à l'élection présidentielle en 2015 le fassent dans le respect de la Constitution et sans que cela mette leur vie en danger? Comment faire pour que les électeurs puissent aller voter possédant une carte d'identité et une carte électorale et qu'ils ne se fassent pas ensuite traquer par les FRC et les DOZO dans les campagnes? Voilà des préoccupations majeures. Comment faire pour que les Ivoiriens aient du travail et sortent de la misère et du marasme économique? Voilà des préoccupations majeures qui pour moi sont plus importantes. Ouais, donc je vais donc faire comme vous, m'arrêter là et donner rendez-vous aux internautes pour une prochaine fois et toujours avec grand plaisir. Merci Michel. Je vous remercie.